merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les grandes lignes de cette émission. Les Yvelines font partie de la Cosmétique Vallée, un cluster rassemblant près de 800 entreprises de la filière beauté. Et c'est donc à Versailles que s'est tenu le congrès Olfaction et Perspective. Il présentait les nouveaux champs d'application de cette branche d'activité. Ils s'appellent Axel Courson et Maria Gaffney. Leur point commun, ils changent de vie professionnelle pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il veut créer une brasserie locale, elle reprendre une crêperie. Le dossier de la semaine dévoilera ces deux portraits. La Chambre de métier de l'artisanat a organisé ce lundi son premier forum de l'accessibilité, un moyen pour les commerçants de se renseigner sur les démarches à effectuer car en 2015, leurs locaux devront tous être accessibles aux personnes handicapées. Et avec nos invités, nous discuterons justement de cette obligation. Sur notre plateau, Thierry Laureau, président de la CAPEB Yvelines, bonsoir. Et Lilian Kahn, bonsoir. Bonsoir. Directeur associé de Axiome, un cabinet de conseil en accessibilité. Absolument. Donc à tout à l'heure, avant d'entamer ce débat, on passe à l'actualité économique de la semaine et on commence donc avec ce reportage sur ce premier forum de l'accessibilité, des images d'Élodie Moine. Des élévateurs, des rampes, des bandes de guidage pour personnes malvoyantes. Nous voici au premier forum de l'accessibilité yvelinois. Car d'ici le 1er janvier 2015, espaces publics, transports et cadres bâtis devront être accessibles aux personnes handicapées. Pour les fournisseurs de matériel du secteur, cette loi multiplie les opportunités. Oui, cette année, on a eu plus de ventes que les années passées. Et ça devrait venir en notre faveur pour l'année prochaine encore. Pour ce commerçant, l'enjeu est tout autre. Il connaît bien les problèmes d'accessibilité, son frère est en fauteuil roulant, mais il regrette le manque d'accompagnement. On essaie d'entreprendre les démarches, savoir les subventions. Je pense qu'on est très mal informé à ce niveau-là parce qu'aujourd'hui, on a une loi qui nous est pondue. On dit voilà, il faut réglementer. On ne se soucie pas de savoir si on a le budget ou pas. Ça, c'est la première chose. On ne sait pas si on a des subventions ou pas. Pour conseiller ces commerçants, la Chambre de métier et de l'artisanat a réuni également des avocats, des conseillers financiers et les chambres consulaires. Selon elle, les subventions existent bel et bien, mais restent limitées. Il y a des aides effectivement qui existent sur l'ensemble du territoire via les FISAC. Il y a des aides effectivement aussi locales via le parc naturel régional. Il y a une aide qui devrait arriver très prochainement émanant du conseil régional pour effectivement les commerçants artisans inscrits au répertoire des métiers. Mais ça reste effectivement que des coups de pouce, que des aides ponctuelles. La charge financière incombera donc majoritairement aux commerçants. La Chambre de métier et de l'artisanat devrait organiser régulièrement des journées d'information sur le sujet. La Cosmétique Vallée organisée aujourd'hui avec la Chambre de commerce et l'école ISIPCA, le congrès Olfaction et Perspective. Utiliser les odeurs dans le domaine de la santé, du marketing ou encore de l'environnement, c'est possible. Explication avec ce reportage réalisé avec Jonathan Villeman. Les métiers liés aux odeurs ne se limitent pas à la parfumerie. C'est le message que souhaitaient faire passer les organisateurs du congrès Olfaction et Perspective qui se tenait ce jeudi à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est aussi surtout de parler des nouveaux champs d'application de l'olfaction, parce que comme on l'a dit, c'est un sens qui a été pas mal oublié jusqu'à aujourd'hui, alors qu'en fait c'est un sens qui va nous permettre finalement de pouvoir ouvrir de nouveaux métiers, d'une grande ouverture en tout cas pour nos jeunes aussi, non seulement dans les métiers classiques de la parfumerie, de la cosmétique ou dans l'alimentaire, mais aussi on l'a vu dans le domaine médical, on le verra dans le domaine de l'environnement. Parmi les avancées présentées, la détection de maladies par les odeurs ou encore le lien entre émotion et odeur appliqué aux biens de consommation. Si on veut positionner un produit comme étant relaxant, une crème hydrantante comme étant relaxante, on pourrait aussi proposer un parfum qui aille dans ce sens-là émotionnellement pour renforcer et suggérer d'autant plus ce pouvoir, par exemple, relaxant de la crème. C'est un peu ça l'idée. Donc finalement, pour nous en tant que fabricants de parfums et d'arômes, c'est sélectionner nos produits en fonction de certains positionnements émotionnels finaux des biens de consommation et des produits de consommation. Les Yvelines représentent un territoire clé de ce secteur. 500 entreprises de cosmétiques y sont implantées, ainsi que l'école ISIPCA, créée en 1970 par Jean-Paul Guerlain lui-même. La région Île-de-France fait également partie de la Cosmétique Vallée, avec les régions Normandie et Centre. C'est d'abord un impact d'attractivité, c'est que dans le monde, il n'y a rien de mieux
Donc c'est un peu une Silicon Valley dans laquelle on crée en fait un mouvement qui associe à la fois la recherche, la formation, les PME. La Cosmetic Valley représente 18 milliards de chiffre d'affaires et prévoit 1500 créations d'emplois d'ici 2015. La plupart d'entre vous ont déjà sûrement reçu leur taxe d'habitation et leur taxe foncière. Dans les villes de plus de 10 000 habitants, chaque foyer devra débourser en moyenne 682 €, mais les écarts peuvent être importants. À Trappes, la taxe d'habitation est de 376 € contre 788 à Bois d'Arcy. Et c'est la ville du Vésinet qui bat des records avec un montant de 1 322 €. Dans tous les cas, vous avez jusqu'au 15 novembre pour payer. 37 jours que les syndicalistes sud de PSA Poissy font une grève de la faim devant les bureaux de la direction du groupe. Mercredi matin, l'un d'entre eux a dû être hospitalisé. Outre une dégradation des conditions de travail, ils dénoncent un harcèlement syndical. La direction de Peugeot leur a proposé de réintégrer leur poste ou d'accepter un plan de départ volontaire. Eux réclament d'abord du changement et des dédommagements. Un traceur pour lutter contre le vol, c'est ce que propose la société britannique Smartwater. À Vélizy-Auchan a décidé de mettre en place ce système afin de sécuriser sa bijouterie. Une présentation a été réalisée ce matin. Le principe est simple. En cas d'intrusion, un brumisateur se déclenche et asperge les potentiels voleurs d'un liquide invisible à l'œil nu, mais comportant un code unique, une sorte d'ADN qui permet d'identifier l'auteur et le lieu du délit. Le système est encore peu présent en France, mais déjà en Angleterre, les services de police et de gendarmerie devraient être équipés d'un lecteur dédié. Yolène Thorez a interviewé le directeur français de Smartwater. Il revient sur le succès de ce procédé. On l'écoute. Alors le système Smartwater existe depuis 2003 en Angleterre. La commercialisation date de 2003 en Angleterre, mais le produit existe depuis 1996. Depuis ces 10 ans de commercialisation en Angleterre, les résultats sont 90% de baisse d'attaque là où on est présent. En France, on a 25 mois d'installation et de commercialisation et on est en dissuasion sur le territoire. Et puis avec un résultat qui correspond au résultat anglais, c'est-à-dire que la dissuasion prime et vraiment nos clients le prennent pour ça, vraiment pour rassurer leur personnel et aussi pour la tranquillité des clients qui viennent tous les jours et qui peuvent se retrouver face à un braquage. Et on protège des centres commerciaux, des bijouteries, des buralistes, des sites, des entrepôts sensibles, des casinos de jeux. Voilà, on a vraiment des cibles différentes mais qui ont toutes la même problématique, c'est qu'ils sont en risque d'être attaqués aussi bien en braquage qu'en cambriolage. Alors, où fait-il bon vivre en Ile-de-France? Pour y répondre, le site changerdeville.com a réalisé un classement basé sur 11 critères, transport, sécurité ou encore coût de la vie. Et c'est Versailles qui arrive en tête. Ses mauvaises notes en termes de logement, par exemple, sont compensées par son offre culturelle et son environnement. On vous annonçait dernièrement le lancement de l'Y-Box, un coffret permettant d'obtenir 50% de réduction sur une offre de loisirs dans le département. Un nouveau guide va bientôt lui faire de la concurrence. Le groupe Pastime, spécialisé dans les coffrets, implante une nouvelle franchisée dans les Yvelines. Elle devrait lancer son coffret Versailles et ses environs au printemps prochain, avec des réductions dans les commerces, les restaurants et les établissements de loisirs du secteur. Et c'est maintenant l'heure de l'entretien. Ce soir, nous allons discuter accessibilité. D'ici 2015, les locaux commerciaux notamment, mais aussi les espaces publics et les transports devront obligatoirement être accessibles aux handicapés. Pour les commerçants, quelles règles à suivre? Qui finance? Le délai est-il tenable? Nos invités vont nous aider à y répondre. Donc, sur notre plateau, nous recevons Lilian Kahn, directeur associé de Axi Home, donc un cabinet de conseil en accessibilité, et Thierry Laureau, qui est donc président de la CAPEB Yvelines, donc le syndicat des artisans du bâtiment. Alors, les commerçants sont souvent un peu perdus face à cette nouvelle réglementation. Lilian Kahn, votre métier, c'est de faciliter un petit peu leurs tâches. Finalement, en fait, est-ce que c'est si compliqué que ça? Alors, pour nous, c'est de moins en moins. L'idée, justement, c'est d'accompagner nos clients qui, effectivement, sont plutôt des commerçants, des patrons d'établissements, qui sont en recherche de mise en accessibilité de leur établissement. Et donc, on va les accompagner sur toute la chaîne, depuis la phase de diagnostic pour identifier quels sont les points à améliorer en termes d'accueil de personnes à mobilité réduite, ainsi que toute la partie assistance à maîtrise d'ouvrage, pilotage, suivi des travaux, de manière à ce que le jour où la commission d'accessibilité va se présenter à leur établissement, ils puissent avoir ce fameux label qui leur permettra d'accueillir le plus grand nombre de citoyens.
En général, quand ils viennent vers vous, c'est parce qu'ils ont peur de faire les mauvaises démarches, ils ne savent pas vers qui se tourner? Alors, en règle générale, ils viennent vers nous pour 3 raisons. La première, c'est l'aspect réglementaire, bien maîtriser la réglementation et savoir quels sont les points à améliorer dans leur établissement. Ça, c'est la première des choses. S'assurer qu'ils seront en conformité avec la législation. Le deuxième point, c'est que c'est un environnement dans lequel il y a des données techniques, produits qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Donc, ils nous accompagnent et ils viennent nous solliciter également pour ces sujets-là. Et enfin, dernier point, c'est les aider à ce que les travaux se passent de la meilleure façon possible pour leur projet. D'accord. Justement, concernant les travaux, un label a été créé pour être sûr que les installations soient aux normes. C'est ce que propose la CAPEB avec Handibat. C'est un label qui a été, je pense, créé en 2004, donc avant la loi finalement. Oui, absolument. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, la CAPEB était très en avance effectivement sur la loi. Donc depuis 2004, on propose à nos artisans des formations. D'une part pour appréhender les problèmes de réglementation, parce qu'elle est très stricte, c'est la partie très importante, pour leur montrer effectivement qu'on ne peut pas jouer avec ça. C'est-à-dire que tout ce qui a été étudié, prévu dans la réglementation, c'est important. Par exemple, des largeurs de porte pour tout à fait. Les fauteuils. La petite marche qui, pour une personne valide de 5 cm, est insignifiante. Pour la personne à mobilité réduite, ça devient un véritable obstacle. Donc on les met en situation pour qu'ils se rendent compte que ça peut devenir un obstacle. La maîtrise, effectivement, des aides que les personnes peuvent avoir. Pour les particuliers. Voilà, pour les particuliers principalement. De façon à ce qu'ils maîtrisent en totalité le sujet auquel ils ne sont pas toujours habitués dans le principal de leur clientèle et qui puissent apporter à la personne demandeur le meilleur service et surtout le meilleur confort. Est-ce que ça coûte plus cher finalement de faire appel à des entreprises labellisées? La plupart du temps, les travaux sont identiques. Pour l'artisan, c'est la même chose. Poser une porte, s'il faut la changer, effectivement, ça va avoir un coût, mais un interrupteur, le mettre à 50 cm de hauteur ou 70 cm, ça change rien. Le prix va très rarement être impacté par le fait que ça soit destiné à une personne à mobilité réduite ou un chantier traditionnel. On peut faire un appel aux artisans justement du secteur. C'est ouvert à tous, cette formation? Tout à fait, adhérents CAPEB ou non. C'est une formation qui est ouverte à tous les artisans. Et tous les artisans sont concernés par la mobilité réduite. Ce n'est pas seulement des problèmes mécaniques. Le peintre peut être aussi concerné par des gens qui ont des difficultés visuelles, l'électricien pour des gens qui ont une perte d'audition. Donc tous les artisans sont concernés. Alors au-delà des artisans, vous-même vous êtes concerné puisque vous avez obtenu ce label, donc c'est un peu particulier, vous n'êtes pas du tout dans l'artisanat. C'était important pour vous? Pour nous, c'était même essentiel. La logique, c'était de se dire, on voulait absolument se positionner sur l'accessibilité et il nous fallait absolument avoir un label qui puisse dire, nous sommes experts et nous maîtrisons toute la chaîne et pouvoir le prouver. Et les réflexions qu'on a portées sur comment apporter cette valeur ajoutée nous ont tourné vers le label Handibat. Ce qui nous a intéressé, c'est vraiment cette philosophie de prendre l'accessibilité au cœur de toutes les réflexions, et notamment sur la notion de qualité d'usage. Au-delà de la réglementation, qui, elle, est très précise, et donc il n'y a qu'à la respecter en l'appliquant strictement, mais également d'avoir une logique de qualité d'usage et d'aller un petit peu plus loin que la réglementation, et de se dire, je me mets en situation. Ça, c'est ce que nous a apporté vraiment le label Handibat. Alors, lors du forum, nous avons rencontré le gérant d'un salon de coiffure de Sartrouville. Vous avez même pu lui parler lundi. Donc, lui a ouvert son enseigne en janvier 2012. Les problèmes d'accessibilité, il connaît ça puisque son frère est en fauteuil roulant. Mais face à cette réglementation, il est un peu perdu. Je vous propose d'écouter son discours. Quand on vous dit demain il faut que votre magasin soit accessible, je veux bien qu'on fasse le minimum, mais arrivé à un moment, il faut nous donner les moyens aussi. C'est pas de dire il faut que votre commerce soit accessible, mais vous vous débrouillez quoi. Donc là on est un peu dans le flou, des petits gens comme nous qui viennent d'ouvrir un commerce. C'est pas évident, sachant qu'on n'est pas confronté depuis des années à ce problème-là. Nous, on le vit depuis quelques années, mais on n'a pas assez de recul par rapport à ça.
Même si on a un handicap chez nous, je pense pas qu'il soit en mesure lui-même de nous dire voilà, pour accéder dans ton salon, il faut que je puisse faire ceci ou il faudrait que tu fasses cela. Donc il donne son point de vue de son œil extérieur avec son handicap à lui, mais tout le monde n'a pas le même handicap. Alors voilà, donc des difficultés à trouver les bonnes installations et puis ce problème de financement. Finalement, quelles aides il peut y avoir, Lilian Kahn ? Alors aujourd'hui, on va distinguer deux types de financement. Le premier, ça va être le financement lié aux particuliers, puisqu'on est dans une logique de handicap, ça peut toucher tout le monde. Donc là, on a différents financements, mais pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, pour les commerçants, on est plutôt sur des financements de type FISAC, qui peuvent être alloués auprès des commerçants qui en feront la demande. Vous voyez, dans le sujet, ça reste quand même assez réduit. Finalement, quelles sont les autres contraintes ? Souvent des contraintes techniques, alors principalement dans les commerces, avec des petites surfaces et donc des grosses difficultés à créer des surfaces suffisamment importantes pour pouvoir manœuvrer, se déplacer, créer une rampe s'il y a une marche pour rentrer dans un commerce. Et peut-être des problèmes, parfois des problèmes de voirie, puisque installer un dispositif. Tout à fait, parce que les dispositifs qui existent, effectivement, se déploient souvent. Peuvent se déployer sur la voie publique. Mais dans ce cas-là, il faut l'accord des communes. Alors je vous propose de rejoindre Bernard Longat, qui est en ligne. Voilà, je suis en ligne. Bonjour. Alors vous avez une double casquette. Vous êtes représentant de l'Association des paralysés de France dans les Yvelines, mais également membre de la commission d'accessibilité départementale. Alors est-ce qu'on a une idée un petit peu de la situation dans le département ? Est-ce que les Yvelines sont un bon élève ? Les Yvelines sont un élève moyen, c'est pas le plus mauvais département, c'est pas non plus le meilleur. À peu près 20% des commerces qui sont pour l'instant en règle, c'est ça ? Alors là, je vous répondrai, oui, ça c'est on n'a pas de données statistiques réelles, c'est l'impression que nous avons d'après les gens que nous voyons en commission, oui, à peu près, oui. Est-ce que, selon vous, finalement, l'échéance de 2015 est réalisable ? Est-ce qu'on peut atteindre cet objectif ? Pas, de toute façon, c'est reconnu. Actuellement, il y a une réunion qui se tient en permanence entre le gouvernement, enfin les représentants, la DMA, le représentant du gouvernement et les associations, visant à définir les conditions d'un moratoire, on va dire. Donc, pour finir, on a très peu de temps, mais pour vous, le problème principal, ce serait quoi ? C'est le manque d'implication, le problème de financement ? Le problème, si vous voulez, est bien évidemment économique avant tout, bien sûr. Actuellement, dans la conjoncture actuelle qui ne fait qu'aggraver la situation, la plupart du temps, les gens n'ont pas les financiers dès qu'il y a des frais conséquents à faire. Alors, je ne sais pas exactement. Ce serait surtout ça. Je vous remercie beaucoup, Bernard Longat. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous remercie également à tous les deux. Merci à vous et on passe tout de suite au dossier de la semaine. Donc pour ce dossier, nous sommes allés à la rencontre de deux créateurs d'entreprises, Maria Gaffney et Axel Courson. Donc l'une se lance dans une reprise de crêperie et l'autre dans la création d'une brasserie locale. Nous les suivrons tout au long de leur projet, donc durant plusieurs mois. Ce premier volet revient donc du coup sur le début sur leur lancement, on va dire. Il a été réalisé avec Élodie Moine. Maria a racheté cette crêperie de Guyancourt il y a une semaine. À 44 ans, une nouvelle vie démarre pour elle, celle d'entrepreneur. Il n'y a plus l'affiche, il n'y a plus rien, elle est à moi. Cette Guyancourtoise vit avec ses 3 enfants à quelques pas de là. Depuis son projet de reprise, elle a transformé sa cuisine en laboratoire culinaire. Et pourtant, rien dans son parcours professionnel ne l'a destinée à confectionner des petits plats. Il y a encore quelques années, Maria faisait carrière dans une grande société informatique. Moi, j'étais responsable marketing Europe pendant longtemps, pendant pas mal d'années. Après le décès de mon mari, je savais que ça allait changer, les choses allaient forcément changer. Donc mes enfants étaient en bas âge. Et donc j'ai mis le temps un petit peu avant de... Il ne faut pas tout changer en même temps.
Donc j'ai mis un peu de temps et après ça j'ai démissionné de mon poste. Pendant quelques mois, Maria se cherche. D'abord consultante, puis professeure d'anglais. Un jour, elle passe devant cette crêperie en vente. C'est le déclic. Elle postule avec succès à une formation de créateur d'entreprise à la Chambre de métier et de l'artisanat. Celle-ci se clôture demain. Elle doit présenter son projet et bien évidemment ses crêpes. J'espère que le jury va aimer. Je ne suis pas un cordon bleu, évidemment, mais je veux juste montrer le concept en fait de ce que c'est qu'une néo-crêperie en fait. Dans cette néo-crêperie se mêleront aux crêpes traditionnelles, des lasagnes, des maquis et des gâteaux, tous à base de crêpes bien sûr. Cette chef d'entreprise délèguera leur confection à un chef crêpier quand le restaurant ouvrira. Au-delà du concept, Maria a repensé tout le magasin. Nouveau nom, l'envie devient la crêperie du village. Nouveau logo et nouvel aménagement. 2 mois et demi de travaux sont prévus. Reste à trouver une partie du financement. Des banquiers feront partie du jury demain, peut-être une piste. Axel a suivi la même formation que Maria cet été. Son projet est tout autre, il souhaite lancer sa brasserie. Ingénieur de formation, il travaillait jusqu'en mai dernier dans l'audit financier. Là, c'est une passion, en fait, la brasserie. Du coup, je brasse depuis 2012. Et j'ai commencé ici, chez moi, avec un petit kit de brasserie qu'on peut se procurer sur Internet. Et voilà, j'avais cette passion et j'ai profité d'un moment de flottement professionnel pour me lancer dans ce projet et concrétiser cette passion et la transformer en métier. Axel a commencé avec ce simple kit, une marmite, un seau, du houblon et du malt. Et avec tout ça, on peut faire de la bière, notamment moi je fais ma bière, la 5U. Une bière qui se veut locale de par son nom, 5U pour Saint-Quentin en Yvelines, mais aussi ses matières premières. Malt et houblon sont produits par des agriculteurs des environs. Et pour avoir la bière parfaite, il a fallu tester différentes recettes. Les tests sont toujours en cours. Après, moi, je recherche pour faire une bière blonde, une bière qui est quand même une identité, mais qui ne soit pas trop forte, qui reste quand même rafraîchissante. Donc ça va être une bière, je pense, qui va tirer sur des notes un peu végétales pour amener un côté frais. Et j'essaye aussi de faire une bière un peu ambrée. Une bière ambrée qui, elle, va avoir un peu plus de corps, un peu plus de caractère et qui va avoir peut-être des notes un petit peu caramélisées. On verra, ça reste à développer. Les essais que je fais vont donner un petit peu les grandes lignes, quoi, les grands caractères de la bière. Mais toutefois, je ne peux pas obtenir une qualité de bière aussi élevée que si j'avais le matériel professionnel. D'ici la fin de l'année, il devrait recevoir ce matériel professionnel. Le savoir-faire, il l'a appris cet été lors d'une formation dans une brasserie de Douai dans le Nord. Pour l'instant, il doit se contenter de peaufiner sa recette dans sa cuisine, mais bientôt il s'installera dans ce local. Donc au rez-de-chaussée, il y a 140 mètres carrés, donc il va me permettre de faire une zone de production, une zone de stockage et de garde chaude, et un espace dégustation pour pouvoir recevoir le public, faire de la vente directe et aussi organiser des visites. Les visiteurs pourront découvrir la fabrication de cette bière artisanale. Mais en attendant, l'heure de la présentation du projet a sonné. Actuellement blessée au bras, c'est Maria qui l'accompagne. À la Chambre des métiers et de l'artisanat, Axel se lance dans sa présentation, son projet, son business plan et pour finir une dégustation. Le jury a l'air plutôt emballé. Le projet en lui-même, l'idée est bonne. Après, je pense que l'acteur est averti aussi. C'est un enfant de Saint-Quentin, donc il a toutes les clés en main pour pouvoir distribuer son produit au travers des canaux qu'il connaît. Et voilà, je pense que Saint-Quentin est porteur de pas mal de consommateurs déjà de bière. Le fait que ça soit une bière locale, ça apporte un gros plus. Et ouais, moi j'y crois. Un des banquiers qui m'a assuré qu'on allait se voir après pour en discuter, donc je suis vraiment confiant. C'est maintenant au tour de Maria. Un peu stressée, elle vend son projet. L'ouverture est prévue début décembre, mais pour le jury, finir les travaux à temps et recruter un chef crêpier et un serveur dans ces délais semble compliqué. Vient l'heure de déguster et pour Maria, de souffler. Le jury m'a semblé positif quelquefois, négatif des fois. J'ai eu peur des fois aussi qu'ils n'y accrochent pas, ils n'adhèrent pas au projet du tout. Ils trouvent ça trop loin en fait de la crêperie traditionnelle, etc. Maintenant qu'ils ont dégusté, ça change un peu la donne apparemment. Bon, on va voir si ça suit. Mais je suis contente, je suis très 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 contente. Parce que le montrer aux autres en fait et à ces professionnels-là donne de la crédibilité à mon projet évidemment, mais aussi l'ancre dans la réalité. Et c'est la réalité maintenant.
Prochaines étapes pour Maria et Axel, présenter leurs projets devant des commissions d'aide financière et des banques. Pour les deux nouveaux entrepreneurs, l'aventure ne fait que commencer. Et nous les suivrons donc dans la poursuite de leur aventure au fil des mois à venir. Et c'est maintenant l'heure de l'agenda. Il vous reste une semaine pour vous inscrire au concours Créarif Quartier. Il est ouvert à tous ceux qui auraient un projet de création d'entreprise et qui habitent dans une commune d'Île-de-France qui présente des quartiers prioritaires comme une zone urbaine sensible par exemple, à gagner un accompagnement en premier lieu, mais aussi des formations, des parrainages ou encore une mission exploratoire au Québec. C'est la fin de ce Fil Éco. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Bonne soirée.